C'était en 2000. C'était en 2000, effectivement, en août ou septembre, je crois, 2000. Moi, j'étais à la recherche de mon âme sœur. En fait, il m'a été promis que j'allais rencontrer mon âme sœur. Et je me suis dit, âme sœur, moi qui ne voulais pas me marier, qu'est-ce que ça pourrait signifier, cette histoire d'âme sœur? J'ai ouvert les yeux, je cherchais. Je me suis retrouvé à la plage. Et quand je l'ai vue, Awa me dit, c'est elle. En fait, on avait des amis communs qui avaient organisé un pique-nique. Donc on s'est retrouvés là-bas. Oui. Et j'ai vu, c'est elle. Après, quand j'ai entendu sa voix, je me suis dit, waouh! Tu me donnes une answer formidable là. Maintenant, il reste à savoir comment procéder pour l'attirer à moi, pour l'amener à moi. C'était une période où je n'avais pas de maison. Je n'étais pas en bonne posture pour faire la cour à une femme. Donc, ça se comprend, hein. Parce que c'est la période où j'avais tout abandonné, je n'avais pas de maison, je n'avais rien. La voix me dit intérieurement, bien sûr, tu ne fais rien pour l'attirer à toi. Mais à la première rencontre, le chant, l'amour du chant nous a quand même liés, rapprochés. Nous a rapprochés avec le temps que les choses se sont précisées. J'espère que tu n'as rien d'autre. En tout cas, si tu as quelque chose à ajouter. Avec le temps, en fait, on était devenus très, très amis. Très amis. J'avais vu chez lui une certaine... il avait le don, en fait, d'écouter. Il avait le don d'écouter, de vous soulager. Donc, on échangeait de beaucoup de choses. On parlait de beaucoup de choses. On parlait de la vie, on parlait spiritualité, on parlait musique, on parlait de tellement de sujets, justement, qui, moi, me passionnaient. Donc, c'est ça qui nous a rapprochés. Et à la longue, ça a pris du temps quand même. Hein. C'est en 2005 que finalement, on a décidé de cheminer ensemble. Voilà. Et depuis, on est devenus inséparables. Oui. Comment est-ce que votre entourage voyait le fait que vous vous fréquentiez, vu que forcément c'était sûrement 2 mondes? Au début, c'était compliqué. Je crois que c'était elle qui devait entendre des choses. Et puis ça paraissait bizarre parce que on était effectivement de 2 mondes différents. D'abord, c'est 2 générations, peut-être qu'on va dire, différentes, puisqu'il y a un certain écart d'années entre nous. Oui. C'est des intérêts différents. Intérêts, quand je dis intérêts, c'est peut-être les lieux de fréquentation. Oui, j'étais étudiante. Toi, tu avais fini, tu fréquentais les chorales, tu travaillais avec des chorales en tant que maître de chœur. Donc, c'était, a priori, rien n'aurait pu nous rassembler, hein, nous réunir. Ah oui, tu avais stoppé déjà, tu avais stoppé. Je n'avais plus rien, je n'allais plus nulle part. Donc ça pouvait paraître, on paraissait assez atypique, parce que les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve ? Ou qu'est-ce qu'il lui trouve? On était de 2 mondes apparemment différents, mais nous, on savait ce qui nous rassemblait, c'était cet amour-là du chant, cette passion pour la vie, pour Dieu, pour les questions liées à la vie. Donc, on avait du plaisir à échanger, on pouvait échanger sans voir le temps passer. Donc, ça n'a pas été facile, effectivement, parce que justement... en matière de... Enfin, vu tous ces paramètres-là, on pouvait dire effectivement qu'on n'avait rien à voir ensemble. Mais avec le temps, je crois que... Moi, il faut dire que le regard des autres, ça ne me dit rien. Ah oui. J'ai appris à surmonter le regard des autres parce qu'il fut un temps où les gens ont cru que j'avais le sida, parce que j'avais fait un long jeûne, j'avais dépéri totalement. Il fut aussi un temps où j'ai tout abandonné. Tout abandonnant pour tout le monde, j'étais fou. On voyait Grégoire le fou passer dans les rues, marchant, allant de... Parce qu'il aimait marcher. Allant de Cotonou à Comé. Il faisait de longues distances. À pied.
allant de Grand Popo à Comé, de Togo à Rokosa, de Calavi à Papa, Pécassis, à pied. Bon voilà, c'était toujours En tapette. Dans la même tenue pratiquement. Donc pour tout le monde, j'étais fou. Donc, seul moi savais que je n'étais pas fou, j'étais bien normal, je savais ce que je faisais. Et ceux qui échangeaient avec toi? Oui. C'est ça. C'est quand tu échanges, tu t'approches de moi, tu t'approchais de moi, que tu savais que celui-là, il a bien la tête sur les épaules. Donc, voilà. Et même, je me souviens d'un monsieur qui a eu peur, il a eu des sueurs froides en me voyant fréquenter son fils. C'est avec son fils que j'ai marché jusqu'à Comé, de Bédouko à Comé, dans 65 km. Ils se sont dit non, ce n'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont appelé, j'ai échangé avec la maman d'abord, 1 heure environ. La maman a dit, mais papa aussi veut te voir. J'ai rencontré le papa de 20h à minuit. Mais après, il est allé voir son fils. Il dit, mais si tu crois sur celui-là, non. Hein. Celui-là a la tête sur les épaules. Et toi, tu crois dessus, mais en réalité, vous ne voyez pas le monde de la même façon. Attention. Voilà. Donc quand on s'approchait de moi, on savait que j'avais la tête sur les épaules. Et elle s'était approchée de moi. Elle a aimé qui j'étais. Au-delà de mes apparences trompeuses à l'époque. Ouais. Voilà. Donc ça n'a pas été facile, mais oui, l'amour a été plus fort. Mais en fait, comment tu faisais? Tonton lui a dit qu'il ne s'intéressait pas. Le regard des autres ne lui disait plus rien. Mais toi... C'était pas le cas. C'était pas le cas. Non, pas en cachette. Je ne me cachais pas. Mais j'avoue que c'était un peu difficile à assumer. Un peu difficile à assumer parce que tu étais un peu vu comme... oui. Quelqu'un qui fréquentait un marginal. Donc j'étais vue un peu comme quelqu'un qui fréquentait un marginal et donc ceux qui ne savaient pas ou ne percevaient pas vraiment ou qui ne comprenaient pas qui il était ou qui il est avaient tendance à se dire aïe aïe aïe, quel est le choix qu'elle est allée faire, dans quoi est-ce qu'elle est allée se mettre. Donc c'était ça, c'était pas facile à gérer parce qu'il y avait ces échos là, ces retours tout le temps, mais bon. On vivait ça au jour le jour. À chaque jour suffisait à peine, donc on essayait de gérer, mais aujourd'hui, ça va. À quel moment est-ce que vous avez décidé que bon, maintenant, on est ensemble et peut-être on assume ça devant, par exemple, la famille, devant tout le monde, on est ensemble? Bon, comme on disait, c'était en 2005. On a décidé vraiment de faire route ensemble. Et donc, c'est en 2008. Finalement, qu'on s'est... J'ai pris la responsabilité d'aller voir les parents un soir pour leur demander la main de mon épouse. Comment ça s'est passé? En fait, un soir vers 20h, je suis allé lui rendre visite et j'ai vu le papa. J'ai dit, papa, j'aimerais vous voir, j'aimerais prendre rendez-vous pour passer vous voir. Maman et toi. Il dit, ah bon, tu as quelque chose à nous dire? J'ai dit oui. Il dit, mais est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Elle dit, non, ça ne va pas prendre du temps. Tu es d'accord? Voilà, nous en même temps. On est rentré, elle, en tapant sa présence, elle était là, bien sûr. Et j'ai dit au vieux, mais papa, j'aime votre fille et votre fille même. Et nous envisageons de nous mettre ensemble. On veut votre bénédiction. Et je lui ai dit aussi, je ne pense pas donner la dot. Et j'ai donné les raisons pour lesquelles je ne voulais pas payer, je ne voulais pas te mettre dans une cérémonie de dot. J'étais contre, je leur ai dit sur le champ. Le papa m'a regardé et dit oui, que en fait au début qu'il ne m'appréciait pas.
mais qu'avec le temps, il m'a observé, et qu'il pense que sa fille est tombée dans de bonnes mains, qu'il est très heureux, il a vu en moi une certaine sagesse et il pense que je ferai le bonheur de sa fille. Et je lui ai dit ceci, je ne vais pas faire le dot, mais je vous garantis que votre fille ne viendra jamais vous plaindre de quoi que ce soit de moi. Votre fille ne viendra jamais se plaindre de moi à vous, parce que je ne ferai rien pour la mettre mal à l'aise, pour la faire souffrir, je vous le garantis. Je ne permettrai à aucun frère, à aucune soeur, à aucun parent de venir créer des histoires, des problèmes à mon épouse, à votre fille. Ça, je vous le garantis. Au finish, le papa a dit oui, je t'ai observé, je pense que c'est la vérité. Nous sommes partants pour cette histoire de dot que tu ne veux pas donner. Les raisons sont justes. Alors, tu as notre bénédiction. Il a ensuite passé la parole à la maman, qui elle aussi a donné sa bénédiction. Et après ça, on a fait les formalités, présentation aux parents et tout ça, et puis ça s'est arrêté là. Sans cérémonie de dot. Et c'était quoi les raisons? Les raisons par rapport à la dot, je suis contre la dot telle que ça se passe. J'épouse ma femme, c'est moi qui épouse ma femme. D'accord? Nous allons vivre ensemble. Et c'est avec elle et elle seule que j'aurai à régler les problèmes dans les petites histoires qui pourraient surgir entre elle et moi. Ma famille ne sera pas là. Mon père, ma mère, personne, ses parents ne seront pas là. C'est à nous de régler notre problème. C'est à moi de demander la main de ma femme. Or, qu'est-ce qui se passe en général? Moi, je ne suis même pas là pour la cérémonie de dot là. Le marié n'est pas là. Ce n'est pas lui qui vient, c'est sa famille, ses tantes, ses oncles, ses cousines, cousins, avec qui peut-être il n'a même pas l'habitude de traiter, qui viennent se présenter pour demander la main. Moi, je ne fais pas ça. C'est moi-même qui dois demander la main de ma femme. Et je pense que tôt ou tard, on en arrivera à ça. L'homme demande la main de sa femme, ce n'est pas sa famille, à mon avis, qui doit lui demander la main de sa femme. Ensuite, tout ce qui se fait autour, on réclame beaucoup d'argent, ce qui donne l'impression, alors ce qui peut donner l'impression à l'homme qu'après avoir dépensé autant d'argent, il a le droit de traiter cette femme comme il veut. Ce n'est pas normal. Pour moi, la dot, c'est quelque chose de symbolique. Et il faut faire avec les symboles de la meilleure des manières possibles. L'autre chose aussi, je ne veux pas, je vais aller dans son sens. L'autre chose aussi, c'est que pour ce qu'on a observé jusque-là en Afrique, durant la cérémonie de dot, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah oui. Beaucoup de choses qui, après, portent préjudice justement au couple. Ça porte préjudice au couple, donc, bon, voilà. Vous savez qu'il y a des cérémonies de dot pour lesquelles on rend stérile la femme. On envoûte la femme pour qu'elle n'ait pas d'enfant. Dès la base, déjà, on crée des problèmes à un jeune couple. Il y a des cas, Moi, je pense que c'est quelque chose à éviter. Dès que ça se passe mal, un homme doit demander la main de sa femme. Pas nécessairement en présence de la grande famille, mais de la petite famille. La mère, le père de la femme, les frères. Peut-être accompagné peut-être de ses parents, sinon c'est lui qui demande la main de sa femme. Contrairement à ce qui se fait là, le garçon disparaît, il n'est pas là, il n'est même pas sur les lieux, c'est la famille qui demande. Je n'épouse pas une famille, j'épouse une femme. Voilà, c'est à peu près la raison fondamentale. Je sais que ce n'est pas dans les pratiques, ça peut choquer. C'est sûr. Mais ce n'est pas grave. Et tôt ou tard, on en arrivera à ça. Je crois qu'il faut faire des choses telles qu'elles devraient se faire. Donc, tôt ou tard, la société comprendra, les hommes comprendront que c'est de cette manière qu'il faut agir.
les années. En tout cas, de manière symbolique. Pas une cérémonie ostentatoire où il y a plein de monde invité, même des gens qui peut-être n'avaient rien à voir ou qui n'ont vraiment aucun rapport particulier avec vous. Voilà. Mais en fait, on peut aussi prendre ça du côté la femme entre... C'est comme si la famille accueillait la femme et c'est comme si la famille de l'homme accueille la femme et que la famille de la femme accueille l'homme. Bien sûr, je pense que c'est un peu l'idée qui est derrière la chose. Mais malheureusement, tout ce qui entoure, et puis à la longue aussi, ça a été quand même un peu galvaudé avec quelques excès. Le vrai problème, c'est le fait que ce soit la famille qui demande. C'est vrai que le mari devrait être là. Mais si c'est que la famille vient demander la main de la femme, est-ce que c'est vraiment ça le problème, le fait que la famille soit là? Oui, pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est pas... Tu sais, symboliquement, le début et la fin contiennent le tout. Lorsque tu commences ton mariage avec la famille, cette famille risque d'être présente plutôt toute votre vie conjugale. Tu crois pas nécessairement. Si c'est un truc qui est fait de manière symbolique, je me dis si c'est quelque chose qui est fait de manière symbolique, famille restreinte, d'accord. Mais si c'est famille élargie, je me dis que ça peut... Pour moi, c'est un rituel. À mon avis, c'est un... Oui, je suis d'accord. En dehors de ce qui se passe dans le plan physique, il y a quelque chose qui se passe dans le plan spirituel. Lorsque vous accordez la première place à la famille, à l'alpha de votre vie conjugale, c'est que vous lui donnez la grande place dans votre vie par la suite. Et moi, je ne veux pas de ma famille dans mon histoire de couple. Non, ce n'est pas possible, des histoires. Je ne veux pas de ma famille dans mon histoire de couple. Et je ne veux pas de la famille de ma femme non plus dans l'histoire de couple. Mais il se fait que je suis obligé, elle est la fille de parents dont je dois avoir quand même l'assentiment avant qu'elle vienne me rejoindre. Donc ce plan va faire quelque chose. Et puis par la suite, quand moi j'ai demandé à que les parents de ma femme ont fait chose, ont accepté, ensuite les familles ont fait connaissance. Il y a eu une rencontre entre mes parents et les parents et mes beaux-parents. Ça s'est très bien passé, c'était la fête. Mais je pense que les choses se sont faites telles qu'elles devaient se faire. Le premier pas à poser, c'était ma demande de la main de mon épouse auprès de ses parents. C'est la première chose à faire. Ce n'est pas la demande de la main de ma femme par ma famille. Non, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. C'est moi qui dois demander la main de ma femme. Et moi, j'insiste là-dessus. J'invite tous ceux qui vont écouter ensuite cette émission à réfléchir à la chose pour que nous changions les habitudes. Ok. Donc, à partir de là, après vous avez emménagé ensemble. Quand j'ai demandé la main, à partir du mois, j'ai demandé sa main. Elle était à Cotonou, moi j'étais à Calavi. La voie de Calavi était en réflexion, donc en train d'être goudronnée, donc elle ne pouvait pas me rejoindre. Donc elle venait juste passer les week-ends sur moi. Dès le moment où j'ai demandé la main, tout ça a été accordé. Elle venait passer les week-ends. Le week-end qui a suivi, elle venait passer le week-end. Elle venait de passer chez moi. Jusqu'à ce que la voie finisse d'être goudronnée et elle m'a rejoint en 2010. Depuis 2007 en 2010, on vit ensemble. Ouais. Tout le temps. Comment est-ce que ça s'est passé, le début de la vie? Je vais vous dire, c'était pas fameux au début. En fait, je crois que c'est une expérience peut-être que la plupart des couples vivent en général parce que c'est deux éducations différentes, deux manières de concevoir la vie différentes, deux parcours tout à fait différents et se retrouver ensemble et s'harmoniser, au début, ça crée des frictions.
Il y a eu des frictions. D'abord, lui, il avait des sueurs froides, puisque dans sa tête, c'était « je ne veux pas me marier ». Il a eu des sueurs froides parce que il se disait, moi qui ne voulais pas me marier, je me retrouve maintenant avec une femme, comment est-ce que je vais vivre ça? Donc, il me voyait là, il disait, attends, donc, tu es venu, ce sera pour toujours comme ça. Ça n'a pas été facile. Et puis aussi, il y avait les habitudes. Il a fallu harmoniser les habitudes. Lui, avec sa vie de célibataire, avec ses habitudes bien à lui. Moi, avec les miennes, c'était chaud. C'était chaud, mais ce qui était extraordinaire, qui a toujours été extraordinaire avec nous, c'est que on prend toujours la peine de discuter. Donc, lorsqu'il y a, par exemple, un sujet sur lequel on ne s'entend pas, on prend toujours du temps pour en discuter et trouver ensemble une solution pour que justement on puisse aller de l'avant. Donc voilà, c'était pas facile. C'était pas facile. Je n'oublierai jamais la première nuit. Quand elle est venue, vraiment, elle est venue, je passe le 5 septembre, ça doit être le 5 septembre 2008, non 2010. 2010. Je lui ai dit, mais écoute, tu veux dire que tu ne veux plus retourner chez tes parents. Elle dit, Amadou Damien, mais il t'a dit, toi, tu n'es pas fait pour te marier. Si tu ne veux pas de moi, dis-moi, je retourne chez mes parents. Je lui ai dit, non, je veux de toi. Il faut dire que depuis mon enfance, j'ai toujours clamé que je n'allais pas me marier. Je l'ai dit partout. Et même quand on m'a dit, mais ton âme sœur, tu vas la rencontrer. J'ai dit, quelle âme sœur? Moi, je ne veux pas me marier. On dit, tu as une âme sœur, tu vas la rencontrer. Il dit, mais moi, je ne veux pas vivre. Je ne veux pas me marier. Non. Et maintenant, cette femme vient rester chez moi. Non, ça n'a pas été facile. Mais c'est toi-même qui allais la demander, non? Il faut assumer. Donc, c'était ça. Ça a été dur au début, parce que il y a des habitudes que moi, je n'avais pas. Il y a des habitudes que je n'avais pas. Par exemple, je n'avais pas encore vécu dans une maison carrelée. Donc vous imaginez quand on vit sur du carreau, on ne peut pas se laver la main, mettre l'eau par terre comme ça. Je faisais ça, le sang se salissait. Hier, je venais dire, c'est quoi cette histoire? Je dis, c'est quoi? Ah, ça a été dur. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai appris à respecter son travail. J'ai appris à travailler. Et ensuite, à faire comme elle, parce qu'avant moi, balayer, tout ça, c'était pas trop mon genre, mais j'ai appris. Ou bien, aujourd'hui, je balaye, je fais tout, je participe correctement aux travaux ménagers. Quand je vivais seul, je pouvais balayer une fois par mois ou deux fois par mois. Ah oui. Et parfois même, ça va vous choquer, mais je mettais le casque quand on venait balayer ma chambre parce qu'il y avait trop de poussière. Et quand elle m'avait dit, ce que je vois dans ta maison avant là, ça ne se passera pas ici. Effectivement, j'ai appris aujourd'hui à vivre dans la propreté. Grâce à elle, notre maison est toujours bien propre. Et je contribue quand même à maintenir la maison propre. Beaucoup. Donc, oui. J'ai beaucoup appris grâce à elle. Et s'il fallait choisir entre ma vie actuelle et l'ancienne vie, je préfère celle d'aujourd'hui. Moi qui ne voulais pas me marier, je suis heureux d'être le mari de cette merveilleuse femme. Mais tu peux peut-être leur expliquer pourquoi est-ce que, bon, entre autres, non, pas pourquoi tu voulais te marier, mais tu m'as expliqué aussi que dans ton enfance, tout ce que tu voyais autour de toi, c'était justement des échecs. Oui. La vie de couple pour toi, c'était un échec aussi. Donc... Je ne sais pas, j'avais le don d'observer. J'avais le don d'observer. Quand j'ai même vu mon père et ma mère vivre la vie ne m'a pas plu, leur vie ne m'a pas plu. Encore que ma mère, quand je compare à d'autres femmes que je vois aujourd'hui, était une sainte. Mais je me souviens qu'en 6e, j'ai dit à ma mère, mais si moi j'étais mon père, je t'aurais sorti de ma maison. Ce n'était pas une bonne manière de parler à sa mère.
Mais je voyais que la vie conjugale là, ce n'était pas bien. C'était pas bien, pas du tout. Pas du tout. Mais aujourd'hui, je suis très heureux d'être marié. Je regrette pas parce que peut-être j'ai su tomber sur la bonne personne. D'abord, entre-temps, des gens m'ont nommé célibataire chronique quand j'étais à l'université. On m'appelait célibataire chronique parce que chaque fois que je venais leur parler des critères de choix, des conditions qui déterminaient mon choix d'une femme là, les gens disent tu ne trouveras pas cette femme là dans ce monde. Je dis ah bon? Je dis oui. Il dit oui, je ne le trouverai pas. À moins que je n'aille en Europe me marier à des blancs. Je dis en tout cas je pouvais rester seul. C'est là de me mettre avec quelqu'un pour souffrir toute ma vie. Donc j'étais célibataire chronique. Mais aujourd'hui je suis marié. Chronique. Bien dans ma peau de marié. Ce qui s'est passé, peut-être on pourra revenir dessus dans la suite des échanges. Comment se fait-il qu'aujourd'hui je sois d'un par en parler? Je peux déjà en parler. Avant ça, tonton a donné tout à l'heure des exemples, enfin des choses qui étaient compliquées. Et toi? Moi, par rapport à lui, au début quand on s'est mis ensemble, oui, c'était déjà m'habituer à la personne, à avoir quelqu'un. Bon, quand je vivais chez les parents, j'étais seule dans mon lit, j'étais bien. Mais là, dormir avec quelqu'un qui est là, qui se retourne, Bon, il y avait cette... Oui, qui ronflait. Donc, c'était pas facile non plus. Et puis, bon, à part ça, quoi, moi aussi, j'ai appris à moins râler. À moins râler parce que j'ai compris que, en fait, c'est justement en essayant de dialoguer qu'on arrivera donc à s'aligner et à trouver un terrain d'entente. Donc j'apprends à moins râler. Donc disons que j'ai mûri aussi d'une certaine façon. J'ai mûri. Il faut dire que avant l'année 2000, même bien après 2000, si je m'étais marié à une femme, je serais un mari infernal. Parce que je n'avais pas les aptitudes requises pour vivre en amour avec une femme. Mais en 98, j'ai eu la chance de comprendre que notre vie dépend de notre jugement des choses, de notre regard, du regard que nous portons sur les choses. Et j'ai appris par exemple que ma colère, si je me fâche, je ne suis pas fâché parce que quelqu'un m'a fait quelque chose, mais parce que j'ai mal jugé de ce que l'autre a fait. Donc c'est mon jugement qui me met en colère et non ce que quelqu'un m'a fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand j'ai compris que je suis le responsable de mes frustrations, de mes colères, de mes peurs, je dis, mais alors là, il faut que je me corrige. Je vais donner un exemple simple pour que la chose se fasse claire. Quelqu'un me pousse dans une piscine, d'accord? Et ne sachant pas nager, j'ai commencé à me débattre contre la mort. Et j'allais vraiment mourir si une autre personne ne se jetait pas dans la piscine elle-même pour venir me sauver la vie. On me sauve la vie et je sors de la piscine. Êtes-vous d'accord qu'il y a deux attitudes mentales qui se proposent à moi. Soit je me dis, ce type a voulu me tuer, il m'a poussé dans l'eau pour me tuer. Alors, une fois sorti de l'eau, qu'est-ce que je fais? Je suis fâché et je m'en prends à celui qui m'a poussé dans l'eau. Je lui fais la guerre. Mais j'aurais pu, au lieu de ça, réfléchir autrement, me dire, on m'a poussé dans l'eau, j'ai failli mourir. Quelqu'un s'est lui-même jeté dans l'eau pour me sauver.
veut dire que j'ai failli mourir, non pas parce qu'on m'a poussé dans l'eau, mais parce que je ne sais pas nager. Vous comprenez? Oh, j'ai failli mourir parce que, non pas parce qu'on m'a poussé dans l'eau, mais parce que je ne sais pas nager. La preuve, c'est que quelqu'un d'autre s'est jeté lui-même dans l'eau pour me sauver la vie. Quand je sors de cette eau et que je prends conscience que je ne sais pas nager, je prends la résolution d'apprendre à nager pour ne plus risquer de mourir de cette façon. Et peut-être même pour sauver d'autres vies, de ceux qui sont en difficulté dans l'eau, comme moi je l'ai été, je ne sais pas. Vous me comprenez, hein? Mais lorsque je considère que celui qui m'a poussé dans l'eau a voulu me tuer, je me fâche et je me retrouve à faire la guerre à cette personne. Mais quand par contre, je réalise que, ah non, il y a quelque chose qui manque à ma vie, que je ne sais pas nager, il faut que j'aille apprendre à nager. Dans ce cas, comment verrai celui qui m'a poussé dans l'eau? Je le verrai comme un bienfaiteur. Parce que c'est grâce à lui que je prends conscience que je ne sais pas nager, que je dois aller apprendre à nager. Je sors de là, tout content, je vais lui dire vraiment merci. Tu m'as donné la chance de prendre conscience que je ne sais pas nager, que je dois apprendre à nager pour ne plus mourir, risquer de mourir. Au lieu de lui donner un coup de poing. Au lieu de lui donner un coup de poing, je le remercie. Même si lui, il avait l'intention de me tuer, sachant que je ne sais pas nager, moi je vais le remercier parce que grâce même à cette volonté de me tuer, il m'a fait prendre conscience que j'ai quelque chose à changer de ma vie. Lorsque j'ai compris la vie de cette façon, je dis non, mais il faut que je revoie les gens que j'ai accusés à tort d'être responsables de mon malheur. J'ai commencé à changer. Et puis, la vie est devenue plus belle. Et c'est après ce changement dans ma vie que j'ai rencontré Laetitia. À l'époque même, j'avais tout abandonné, comme je vous ai dit. Je devais dormir chez au moins une vingtaine de personnes différentes. Je dormais chez au moins une vingtaine de personnes. Je passais des nuits un peu partout. Imaginez-vous, quand vous venez chez moi, que je suis votre, vous venez chez moi, vous devez passer des nuits chez moi. Je suis en mesure de vous dire, écoutez, ce que vous faites là, ça ne m'agrée pas. On ne se comporte pas comme ça chez moi. D'accord? Parce que c'est chez moi. Mais moi, je n'aurais plus de chez. Et je viens chez toi. Est-ce que je peux vous donner des leçons alors que vous m'hébergez chez vous par faveur? Donc j'étais obligé d'adapter ma façon de vivre aux différences des autres. Pendant 4 ans, 8 mois, j'ai vécu chez des gens qui n'avaient sûrement pas la même façon de voir que moi, à qui je devais m'adapter chaque fois parce que je ne pouvais pas aller chez eux changer leur façon d'être. C'était à moi de m'adapter à eux chaque fois. Donc j'ai appris à m'adapter aux différences des autres. Pendant 4 ans et 8 mois, ce n'est pas petit. Imaginez après toute cette formation, que je sois amené maintenant à m'adapter à une personne qui est d'une grande qualité. Vous voyez, c'était tout très facile pour moi. Mais avant cette expérience, j'aurais été marié qui ferait l'enfer, qui conduirait ma femme en enfer, heureusement. Je ne l'ai pas rencontré en ce moment-là. Aujourd'hui, c'est le paradis que nous vivons, ouais. Ça fait tant mieux. Oui. Tu as dit que tu as abandonné. Oui. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé? Déjà, tu as abandonné quoi? Et qu'est-ce qui t'a poussé à... Ça, c'était une période inoubliable de ma vie. En fait, autour de 1996-97, ancien séminariste que j'étais, je ne voulais plus devenir prêtre, mais je n'avais pas non plus envie de me marier. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on n'est pas prêtre chez nous, on se marie. Quand on ne se marie pas, on est prêtre. Mais je ne voulais plus ni de l'un ni de l'autre. Là, à un moment donné, j'avais un problème. Qu'est-ce que je vais devenir? Quel est le sens de ma vie?
qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je me posais cette question quand en 98, j'ai eu une élan comme ça après un échange avec un ancien séminaire qui est aujourd'hui prêtre. J'ai pris la décision de faire un jeûne pour demander la maîtrise de soi. J'ai voulu faire 40 jours de jeûne, mais j'ai fait juste 3 jours. Parce que j'ai eu une crise d'orgueil qui m'a obligé à m'arrêter. Comme ça, j'ai commencé. Comme ça, j'ai eu des livres, vaincre ses peurs, vaincre la dépendance, vaincre ceci, vaincre cela, vaincre la jalousie. J'ai eu plein de livres à lire qui m'amenaient à cette maîtrise de soi à laquelle j'aspirais. Et ayant expérimenté le jeûne, j'ai continué après. J'ai continué à jeûner jusqu'à faire mon jeûne le plus long en 99. Et après, quand on fait un travail spirituel, l'aboutissement premier, le premier aboutissement du travail spirituel, c'est ce qu'on appelle le mariage intérieur. C'est le mariage de soi, le mariage spirituel, c'est le mariage de soi à soi. Tu deviens un être un. Tu unis l'esprit à ta matière. Tu unis l'âme et l'esprit. Et tu deviens un individu, un qui ne connaît plus de division intérieure. Je ne sais pas si vous voyez, parfois vous avez envie de faire quelque chose, mais votre corps s'oppose, vous avez des ambitions, mais tout votre être va contre lutte. Il y a une lutte permanente entre vous, mais quand vous faites votre mariage spirituel, votre mariage intérieur, vous devenez un être un qui va au bout de ce qu'il entreprend. Lorsque j'ai fait ce mariage que j'ai fait en janvier 2000, et j'entends intérieurement, bientôt il faudra que tu abandonnes tout. Il faudra que tu abandonnes tout. Pourquoi? Parce qu'on dit l'esprit a quitté le plan spirituel, son père, le père, le monde spirituel, pour venir s'unir à ma matière. Il fallait aussi que ma matière, la matière en moi aussi, quitte les siens, tous les biens matériels là, pour s'unir à l'esprit. Et c'est comme ça les deux ne pouvaient faire que après. Donc il fallait absolument que j'abandonne tout ce qui était d'ordre matériel pour faciliter l'union entre l'union totale entre l'esprit et la matière en moi. Donc, et c'est une expérience de dépouillement aussi de soi. Oui. Donc en 2000, le 31 janvier 2000, j'ai tout abandonné, j'ai brûlé mes diplômes universitaires parce qu'il fallait aussi sacrifier les diplômes du plan physique pour avoir les diplômes du plan spirituel. Donc j'ai tout brûlé, raison pour laquelle les gens pensaient que j'étais fou. J'ai partagé tout ce que j'avais, la maison que j'habitais, j'ai abandonné ça et j'étais sans maison. Donc c'était vraiment une période déterminante et je pensais que ma vie allait devenir ça. Je ne savais pas qu'un autre jour je louerais encore une maison et qu'ensuite j'aurais une femme qui vivrait avec moi. Mais il faudra peut-être expliquer à ceux qui nous suivent aussi les choses que tu as partagées avec moi, les choses que tu as eu à gagner pendant cette période-là. Oui. Et l'autre chose aussi, comment est-ce que tu as eu la preuve de ce que, quand tu as entendu la voix intérieure te dire lâche tout, tu as dit que tu as eu la preuve quelques jours après quand tu as donné tes affaires. Voilà. Oui, c'est vrai. Effectivement, cet acte que j'ai posé, c'était courageux, c'était fou. Hein. C'était fou, c'est clair. Mais il fallait le poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai tout abandonné à Cotonou, bien sûr, j'ai quitté Cotonou pour Grand Popo. Les gens de Grand Popo ne savaient pas que j'avais fait une tête au Yaratou. J'étais à Grand Popo, mais je recevais les mauvaises vibrations, les pensées mauvaises que les gens envoyaient, des Grégoire est fou, les gens pleuraient parce que Grégoire était devenu fou. Donc moi je n'étais pas fou, mais tout le monde était convaincu que j'étais fou. Généralement, c'est une force dangereuse qui pourrait me rendre fou. Je ne sais pas si je n'étais pas fou, mais tout le monde est convaincu que à la fois que Grégoire est devenu fou, si je ne suis pas spirituellement fort, les pensées des uns des autres, c'est ça qui finirait par m'atteindre et je deviendrais effectivement fou. Donc, je suis revenu
pour calmer les esprits. Dès qu'il était dans le pôle, je suis revenu à Cotonou pour calmer les esprits. Écoutez, je ne suis pas fou, je suis bien normal. Mais c'est quand je suis revenu pour calmer les esprits qu'il y a un jeune homme chez moi à qui j'avais même donné la plupart de mes livres de littérature, ma bibliothèque, ma table d'études, tout ça. Et le type me voit, je sais que ce n'était pas lui qui parlait, il dit, tu es fier. Ah, c'est Satan qui parlait. Tu es fier d'avoir tout abandonné. Il fallait attendre une semaine encore. On allait tout te prendre et tu verrais, tu verrais comment la vie est. Aujourd'hui tu es fier, tu te dis oui, j'ai tout abandonné. Il fallait attendre. Ce qui veut dire que si j'avais, c'était un acte qu'il fallait que je pose moi-même. Si je ne l'avais pas posé moi-même, on allait tout me prendre parce qu'il fallait absolument que je vive certaines expériences dont j'avais besoin pour continuer mon cheminement. Perdre une moto, c'est très facile, il suffit de faire un accident, la moto est irrécupérable. Toi-même tu n'as rien, moi-même je n'ai rien, mais la moto est irrécupérable. Où je vais en voyage, Satan inspire, puisque c'est l'heure que je fasse cette expérience, Satan inspire des gens pour venir me voler tous mes biens. On aurait tout volé, on m'aurait renvoyé des collègues qui nous enseignaient, puis je me serais retrouvé sans rien du tout. Parce que en fait c'était l'heure pour moi de me retrouver comme dans un vide, à l'image d'un oiseau, d'un oisillon qui a peur de sortir du nid parce qu'il n'avait pas encore déployé ses ailes. On dit mais sa mère leur mère finit par les sortir de force du nid pour qu'ils déploient leurs ailes. Parce que sans se jeter dans le vide, on ne fait pas l'expérience du déploiement des ailes. C'est un truc comme ça que j'avais fait. Et j'ai appris, elle demandait de vous parler des choses que j'ai appris. J'ai appris à vaincre le candidat, la peur de l'opinion des autres. Il y a plein de gens qui font les choses, non pas par eux-mêmes, mais pour plaire aux autres. Ah, si je ne fais pas ça, mais voici ce que les gens m'ont dit. Les gens m'ont dit ceci, les gens m'ont dit cela. Et ils sont obligés d'être l'esclave de l'opinion des autres. Moi, aujourd'hui, si ma conscience me dit que ce que je fais est bien, je le fais. Ce que les gens me disent, je m'en fiche. Et ça, c'est très important pour l'homme. Tout homme a besoin de surmonter la peur du candidat. Les 5 ans, presque 5 ans que j'ai fait sans maison, m'ont permis de vaincre la peur donc, du candidat, donc la peur de l'opinion des autres, m'a permis de vaincre la peur du lendemain. Je gagnais mon salaire, je ne dépendais de personne, et subitement j'abandonne tout, sans salaire, sans rien, et je devais vivre dans Cotonou. J'en avais plus peur, que j'ai d'argent ou pas. Ça ne me disait rien. Je vivais avec ou sans argent. Et il fallait absolument que je sois heureux avec ou sans argent. J'ai appris à vivre heureux malgré l'argent, sans l'argent. Mais bizarrement, quand j'ai appris ça vraiment, l'argent ne me manquait plus. L'argent ne me manquait plus. Les gens pensaient que j'étais fou, mais moi j'avais toujours de l'argent. Quand je marchais pour aller à commerce, ce n'est pas parce que je n'avais pas d'argent. Non, j'avais de l'argent en poche. J'ai décidé de marcher. Ça a choqué plein de gens, j'en parle aujourd'hui, mais les gens avaient été choqués. C'était une preuve de plus que j'étais fou. Moi, je savais ce que je faisais. Donc j'ai appris à vaincre la peur du candidaton, la peur du lendemain. J'ai fait l'expérience de Dieu dans ma vie. Je dis bien, j'ai fait l'expérience de Dieu dans ma vie. Lorsque je me suis jeté dans le vide, apparemment quand on voit le vide, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais c'est quand vous êtes dans le vide que vous faites l'expérience de l'air qui vous porte et qui vous permet de déployer votre aide. Donc, dans ce vide apparent, il y avait Dieu et j'ai fait l'expérience de Dieu. Dieu m'a montré qu'il est dans ma vie. Il est il est partout présent dans ma vie. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. J'ai appris dans cette période,
à respecter, comme je l'ai déjà dit, à respecter la différence des autres. Puis je devais vivre avec les gens sans me transformer en donneur de leçons. Mais j'ai appris aussi à me faire respecter des autres. Parce que j'avais mes convictions qui n'avaient rien à voir avec les convictions des autres. Et ce n'est pas parce que tu me baies chez toi que je vais faire les choses selon toi. Il fallait que je me comporte de façon à ce que tu respectes mes choix, mais que moi aussi je respecte tes choix. C'est de petites choses, mais qui sont très grandes, que j'ai eu à apprendre dans cette période extraordinaire. Donc du coup, les 4 ans et 8 mois que j'ai passé sans maison, sans rien, mon père m'a préparé pour être le mari acceptable, je crois, que je suis devenu idéal, elle dit idéal, moi je dis acceptable, que je suis devenu pour mon épouse. Voilà. Ok. Vous avez répondu à toutes les questions, donc on peut arrêter. non. C'est pas fini. Est-ce que vous diriez, par exemple, si ceux qui écoutent, est-ce que vous diriez que c'est quoi le plus important, la chose la plus importante quand on décide de se mettre en couple avec quelqu'un? Enfin, c'est pas, est-ce que c'est parce que j'aime la personne? Est-ce que c'est quoi la chose la plus importante? C'est pas parce que j'aime la personne, non. Non. C'est sûr que non. Je dis souvent que l'amour ne suffit pas pour se mettre en couple. Ceux qui disent j'aime là, qui se mettent en couple là, ils se préparent à un enfer terrible. On ne se met pas en couple parce qu'on... Juste parce qu'on s'aime. Non. On se met en couple d'abord quand on est prêt pour se mettre en couple. Si vous n'êtes pas prêt à vous mettre en couple, à vous marier, vous allez vivre l'enfer. Et qu'est-ce que je mets dans être prêt? Pour moi, être prêt, c'est d'abord avoir appris à ne rien attendre de personne. Parce que beaucoup de couples se cassent parce que les attentes ne sont pas fondées. Chacun va en couple avec plein d'attentes. Et quand ils vont en couple, ils se rendent compte que ce qu'ils attendaient de l'autre, ils ne l'ont pas. Ça se casse. Donc, il ne faut pas avoir d'attente. Un exemple simple pour vous faire voir le danger d'avoir des attentes. Si j'attends de vous 100 000, j'attends de vous 100 000 et je n'obtiens que 20 000, qu'est-ce qui se passe? Je suis déçu. J'attends 100 000 et j'obtiens 20 000, je suis déçu. Mais je n'attends rien de vous et vous me donnez 10 000. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très heureuse. Je suis très heureux, je suis reconnaissant. Je dis bien, j'attends 100 000, vous me donnez 20 000 et je manque de reconnaissance. Je suis mécontent des 20 000 que vous m'avez donné. Je n'attends rien et vous me donnez 10 000, je suis content. Ma colère d'avoir reçu 20 000 de vous, c'est dû à quoi? Est-ce dû aux 10 000 que j'ai reçus, aux 20 000 que j'ai reçus? Non. La preuve, c'est que quand je n'attends rien que vous me donnez 20 000 et 10 000 seulement, je suis content. Ce qui est à la base de ma déception, de ma colère, c'est l'attente. J'attendais 100 000 euros. J'attends beaucoup et je reçois peu, je suis fâché. Je n'attends rien et vous me donnez 10 000, je suis tout content. Ça, l'argent, j'ai pris l'exemple de l'argent pour que vous voyez clairement ce que je veux dire. Mais si vous attendez de quelqu'un qui vous respecte et que la personne vous manque de respect, vous êtes malade, vous êtes fâché. Mais si la personne vous manque de, vous êtes fâché, mais d'abord votre colère, ça fait du mal à qui? À celui qui vous a manqué de respect? Pas du tout, à vous-même. C'est à vous-même que vous faites du mal en vous mettant en colère. Donc j'ai intérêt à ne plus rien attendre de personne. Si j'attends de vous, par exemple, que vous me respectiez et que je ne vous respecte pas, j'attends de vous que vous me respectez et que vous ne me respectez pas, je suis fâché.
Mais si je n'attends pas que vous me respectiez, que vous me manquiez de respect ou pas, je m'en fiche. Ça ne me dit rien. Quand vous me donnez du respect, je suis content. Mais je suis indifférent à votre respect ou à votre irrespect. Nous sommes d'accord. Hein? Tout simplement parce que je n'attends rien de vous. Vous attendez qu'on vous aime. Et qu'on ne vous aime pas. Vous êtes déçu. Ou bien vous saluez quelqu'un, bonjour. Vous dites bonjour à quelqu'un, la personne ne vous répond pas. Vous dites, ah bon, moi je t'ai salué, tu ne m'as même pas répondu. Pourquoi attendre, vous saluer quelqu'un, pourquoi exiger qu'il vous réponde? Non, il est libre de vous répondre ou de ne pas vous répondre. Lorsque vous dites ces choses, c'est-à-dire l'autre est libre, je lui donne le salut, mais il est libre de me répondre, de ne pas me répondre. Moi je suis tranquille, je te salue, tu me réponds ou pas, je m'en fous, je continue. J'ai un ami qui un jour me disait, il s'appelle Martial, Martial me disait, ces gens-là, je ne les salue plus parce que chaque fois que je les salue, il faut toujours que ce soit moi qui les salue. Ils ne te répondent pas, où est ton problème? Il dit, mais comment on salue quelqu'un et ne répond pas? Je dis, oui, tu salues, la personne est libre de te... Je ne peux pas devenir l'esclave de ton salut. Tu me salues, je suis libre de te répondre, de ne pas te répondre. Et toi, si tu t'en refuses, ça va être ton problème. Donc moi, je définis à chacun la liberté de faire ce qu'il veut, quand il veut, et ainsi je reste libre moi-même, je ne me sens offusqué par rien. C'est un travail à faire. C'est un travail à faire continuellement. Donc voilà, pour se marier là, il faut avoir supprimé toute attente de son cœur. Mon mari doit me donner beaucoup d'argent. Et si mon père est malade, il faut que mon mari intervienne, je donne si ma mère tombe malade, ma mère a un problème, c'est mon mari qui doit régler ça, ou bien le mari veut que ce soit la femme qui lui lave ses habits. Non, tu ne dois pas avoir d'attente. Parce que les choses ne se passeront jamais comme on les attend en foyer. C'est clair que non. Donc ne pas avoir d'attente, c'est la première chose à avoir développé comme qualité avant de se mettre en. Si tu n'as pas développé là, tu vas marier, tu vas finir malheureux. La deuxième chose, c'est quoi? Il faut avoir appris et expérimenté cette loi qui dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Maintenant, commencez par leur faire vous-même ce que vous souhaiteriez qu'ils vous fassent. Ça, c'est très important. Sans attendre qu'ils vous le fassent en retour. C'est important. Ça veut dire quoi? Je prends des exemples concrets. Personne n'aime qu'on le réprimande avec violence. Et en public. Et en public. Je suis en faute. Je préfère que tu viennes me voir et me dire, ah, ce que tu as fait là, je n'étais pas fait, je suis pas content. Personne, je dis bien, personne n'aime être réprimandé publiquement. Nous sommes d'accord? Personne n'aime qu'on lui crie dessus. Je n'aime pas qu'on me crie dessus. Alors, à partir du moment où je n'aime pas qu'on me crie dessus, je dois apprendre à ne pas crier sur les autres, quoi qu'ils fassent. Le jour où je vais me marier, que ma femme va poser les actes qui ne vont pas me plaire, je dois me souvenir que, à sa place, même si je suis en faute, je n'aimerais pas qu'on me crie dessus. Donc, je ne dois pas lui crier dessus. Je lui ferai la remarque, mais sans lui crier dessus, parce que je n'aime pas moi-même qu'on me crie dessus. J'aime qu'on me traite avec respect. Je dois commencer par traiter l'autre avec respect, qu'il s'agisse de ma femme, de mon frère, même de mon petit enfant. Quand on ne l'a pas appris avant de se mettre en mariage, en couple là, non, c'est clair qu'on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Parce que généralement, les gens posent des actes sans se soucier de comment les autres se sentent. Hein? On vous crie dessus, on vous tape même, sans se préoccuper de comment vous vous sentez, vous allez vous sentir. Non. Celui qui n'a pas appris à ne pas faire à l'autre ce qu'il n'aime pas qu'on lui fasse, celui-là ne mérite pas de se marier. Et s'il se marie, il va faire le malheur de ses enfants, il fera le malheur de sa femme et il fera son propre malheur. Parce que quand
Quand vous rendez les autres malheureux, vous êtes malheureux vous-même. Parce qu'on est plus heureux. On est plus heureux en rendant les autres heureux. La deuxième chose, c'est bien ça. La troisième chose qu'il faut avoir apprise avant d'oser se mettre en mariage. La troisième chose qu'il faut avoir fait absolument avant de se mettre en mariage, c'est la liberté vis-à-vis des parents. Il faut se libérer de ses parents. Moi, j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a des gens, ils se marient, et puis, ils sont envahis par leur famille, leurs frères, leurs soeurs. Mais ce que les frères font à leurs femmes, en leur absence, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ce que les soeurs font, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui s'est confiée à moi. Son beau-frère, de l'âge d'être son enfant, son beau-frère est venu passer les vacances chez elle. Et ce beau-frère qui avait 12 ans, 11 ans, alors qu'elle avait 40 ans passé, ce petit garçon finit de manger et laisse les assiettes au salon, là où il a fini de manger, il laisse les assiettes. Et sa belle-soeur, qui est sa mère, qui a l'âge d'être sa mère, l'appelle pour dire, mais toi là, mais quand tu finis de manger, je ne te demande pas de laver l'assiette nécessairement, mais ramasse au moins l'assiette et va mettre l'assiette dans le lit. Et le jeune homme dit, je vais parler maintenant, parce qu'il a parlé maintenant pour dire, alors, je me traduirai après, il dit, ah bon, au camp de Jibé, il y a des foufouilles, au camp de Jibé, il y a des foufouilles, à taper au bout, au lieu que la poudre là-bas, dans la table, comme il est, au béton, là-bas, tu es sûr d'épouser vraiment mon frère? Elle dit, Féno lui dit, ramasse l'assiette, va déposer dans le lit. Il dit, ah bon, toi tu oses parler ainsi à ton beau-frère? Es-tu sûr de continuer d'être la femme de mon frère? Au lieu de courir, venir pour ramasser les assiettes, tu me demandes de ramasser ça. Alors là, c'est grave. Et j'ai dit, ah bon, ce petit-là a osé te dire ça? Elle dit, oui. Est-ce que tu en as parlé à ton mari? Elle dit, non. Elle me dit, non, elle ne veut pas en parler à son mari. J'ai dit, pourquoi tu ne veux pas en parler à ton mari? Et elle me répond quoi? Une fois, je me suis plaint de sa soeur. Je me suis plaint à lui de sa soeur. Et la soeur avait raconté des mensonges à leur mère. Et la maman n'a rien dit à son fils. Elle est venue me dire à moi, ah bon, tu veux diviser ma famille? Vous imaginez, la belle-mère vient voir la belle-fille sans rien dire à son fils. Vient dire, ah bon, tu veux diviser ma famille? Donc tu ne veux plus que mon fils s'occupe de ses frères, de ses petites soeurs. C'est comme ça que tu es mon ennemi. Elle se dit, même si je dis à mon mari, il ira réagir, ça va se retourner encore contre moi. Du coup, elle garde le silence. Moi, elle m'en a parlé en tant qu'ami de la famille. Et moi-même, je n'en ai même pas parlé avec mon ami. Non. Quand vous faites venir, quand vous ne coupez pas le cordon ombilical avec la famille, là, vous vous exposez à des misères de leur femme. C'est clair. Un autre cas aussi, c'est le cas des hommes ou des femmes qui sont mariés, qui vivent une vie conjugale, mais au moindre problème, ils vont tout exposer à leur famille. On a eu le cas d'une amie qui justement, dès qu'il y avait un problème avec le mari, allait se plaindre aux parents. Et ensuite, quand finalement, parce que c'était une période difficile financièrement pour le mari, mais la femme allait tout exposer à sa famille. Et ça fait que justement, ça a cassé le regard ou bien l'opinion que les parents avaient justement de l'homme. Ça a été abîmé justement à cause de son comportement. Mais après, justement, quand les choses se sont améliorées, mais elle ne pouvait plus retourner vers eux pour dire, bon, pour essayer d'améliorer encore l'image, puisque c'est resté
tout ce qu'il avait eu à avoir comme comportement durant cette période-là, c'est resté dans leur tête à eux. Donc, il y a aussi des hommes, par exemple, qui ont des problèmes avec leur femme ou bien qui doivent prendre une décision avec leur femme, mais qui disent non, je vais aller en parler à ma maman d'abord. Il y a des cas, il y en a. Oui. C'est dangereux. Ou les choses qui se passent aussi, on dit tous les 1er janvier, on fête en famille. L'homme dit tous les 1er janvier, il faut que je sois dans ma famille. La femme aussi fait la même chose dans sa famille. Vous vous mariez, normalement, c'est que vous coupez avec l'habitude des familles là, non? Vous formez une famille à deux, une fois que vous êtes mariés, vous avez des enfants. Vous formez une nouvelle famille, normalement, chacun devrait pouvoir se départir de sa famille d'origine biologique et s'occuper de la nouvelle famille que l'ensemble ils ont fondée. Non, mais chacun veut obliger l'autre à aller fêter le 1er janvier chez ses parents. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à corriger. Il faut couper le cordon ombilical. Et quand moi, j'avais la chance d'avoir un papa extraordinaire. Je discutais avec mon papa souvent. Je dis, papa, si je te donne, supposons que je te donne tous les mois 20 000. Je suis célibataire, je te donne 20 000. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que je te donne 20 000. Je me sacrifie pour te donner quelque chose parce que je sais que tu en as besoin. Et tous les mois, je te donne 20 000. Est-ce que tu es d'accord que le jour où je vais me marier, que je vais avoir des enfants, je ne pourrai plus te donner les 20 000? Elle dit logiquement, parce que j'aurai des charges plus lourdes. Je dois payer la scolarité, je dois nourrir plusieurs bouches, je dois payer plus de frais d'électricité. J'étais dans une chambre salon, maintenant je dois prendre 2 chambres salon. C'est beaucoup d'argent qui s'ajoute alors que le salaire ne suit pas nécessairement. Donc, je ne pourrai plus t'envoyer les 20 000. Et dans ce cas, si je coupe les 20 000, je te coupe cette source de financement-là, qu'est-ce que tu vas dire? Je dirais que c'est ta femme. Je dirais que c'est ta femme. Je dis, mais tu vois que tu aurais tort. Tu aurais tort de penser qu'à cause de ma femme, je ne sois plus en mesure de te donner de l'argent. Au lieu de regarder les nouvelles responsabilités que j'ai, tu regardes ma femme. Je dis, quand c'est comme ça, il vaut mieux avant même de se marier, couper tout ça. C'est-à-dire, même quand tu lui donnes de l'argent à tes parents, que ce ne soit pas de façon à ce que cela entre dans son budget, quand il n'a pas ça, il devient malheureux. Non, il faut savoir même donner à ses parents, à ses frères et sœurs, sans se lier, sans que le don ne devienne une obligation. Quand tu n'as pas fait ça avant de te marier, tu t'es sous la tête. Moi, j'ai eu la chance d'avoir compris ça très vite et d'avoir pris ces mesures-là. Un autre exemple, je donne souvent cet exemple. J'étais en 93, j'étais en 3e année à l'université. Quand j'ai fait venir chez moi mon jeune frère, 11 ans de différence. Je croyais pouvoir l'aider dans ses études, tout ça. Mon frère, je vous assure que j'ai regretté d'avoir fait venir ce frère-là. J'ai passé 1 an d'enfer avec lui. Il ne voulait rien faire. En tout cas, ma vie a été très désorganisée. J'ai été très patient d'attendre que l'année finisse, si je l'aurais renvoyé avant. J'ai attendu qu'il finisse l'année scolaire, mais après je l'ai renvoyé retourner chez ses parents. J'ai demandé à mes parents, si j'avais une femme que mon frère avait ce comportement, et que je décidais de le renvoyer, que diriez-vous? On me dit, on dira que c'est à cause de sa femme. Tu vois, mon frère se comporte mal. Je décide de vous le retourner parce que ce n'est pas moi qui suis responsable de sa vie. Ce sont eux qui l'ont mis au monde, ce n'est pas moi. Ce sont eux qui l'ont mis au monde, donc ce n'est pas moi qui l'ai mis au monde. Donc je n'ai pas normalement de responsabilité directe vis-à-vis de lui. Ah, ça, c'est ma manière de voir les choses. Donc je le retourne, on dit que c'est ma femme, c'est à cause de ma femme, alors que c'est à cause de son comportement que j'ai décidé qu'il retourne. Vous comprenez? Demain là, si vous apprenez que Grégoire a une femme, je parle de en 93 que je disais ça, à l'époque où je ne voulais pas entendre parler de femme. Si vous entendez un jour que Grégoire a une femme, qu'aucun de vous ne vienne me dire, mon
ton fils va rester chez toi, ton frère va rester. Non, 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 je n'accepte personne. Si héberger quelqu'un chez ma femme et moi va devenir un problème pour mon épouse, alors là, je n'accepte pas ça. Et depuis 1993, je le dis, donc, en 2000, je suis mis avec ma femme, donc tout le monde sait que c'est comme ça. J'en ai parlé en long et en large, j'en ai largement parlé depuis fort longtemps. Aujourd'hui, on sait qu'avec Grégoire là, il y a des limites à respecter. Et ça protège mon épouse. Personne ne dira c'est à cause de Laetitia que Grégoire n'a pas rien chez nous. Puisqu'on n'est pas en mesure d'être objectif dans les jugements. Tout ça, c'est un manque de jugement. Donc on accuse l'autre parce qu'elle est une étrangère, je ne sais pas. On accuse l'autre d'être responsable de tout, alors que vous-même vous vous comportez mal. Moi, je ne vais pas amener, je ne vais pas épouser la fille d'autrui pour que ma famille la fasse souffrir. C'est interdit. Voilà. Donc tout cela considéré, vous comprenez, ma femme est très heureuse, je pense avec moi, je la mets à l'aise. Et moi, je suis très heureux avec elle aussi. Donc tu parlais de... Elle t'avait demandé si l'amour suffisait pour se mettre ensemble, qu'il y a plein d'autres conditions et aussi le choix du conjoint. Oui. Ça. Et même pas dans ce cas de quoi, le choix du conjoint, de critères de choix. Non, je te laisse continuer. Non, c'est lui. Pas, je peux compléter. C'est lui. Non, parmi les critères, déjà, le plus important, il faut une certaine honnêteté intellectuelle. Il faut pouvoir échanger, pouvoir discuter avec la personne et qu'elle soit en mesure, lorsqu'elle a tort, de reconnaître qu'elle a tort. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas reconnaître leur tort. Et si c'est ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas parce que au début, peut-être l'amour, c'est de la passion, mais avec le temps, il y a la routine aussi qui rentre dedans. Quand je dis routine, il y a les obligations quotidiennes, il y a les réalités quotidiennes qui rentrent dedans. Et ces paramètres-là demandent quand même une certaine maturité, une certaine honnêteté pour pouvoir justement être réglés au quotidien. Donc, c'est important d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle pour pouvoir aller évoluer dans le même sens. Donc, c'était déjà ça le premier critère. Le deuxième, je te laisse continuer. Oui, effectivement, l'honnêteté intellectuelle, c'est très, 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 très important. On est appelé à échanger, à discuter, à harmoniser les points de vue divergents. Et quand dans un couple, l'homme n'a jamais tort, c'est la femme qui a toujours tort, l'homme a toujours raison, ou la femme, ou vice-versa, c'est pas bon. Il faut pouvoir échanger. Et moi, je dis, la femme, pour moi, c'est le premier critère. Quand je rencontre quelqu'un, la personne est incapable de dire pardon, j'ai tort, je ne prends pas. Et je conseille ça à tout le monde. Si vous tombez sur un homme, si vous êtes un garçon, vous tombez sur une femme. Que vous êtes une femme, vous tombez sur un garçon qui ne peut pas demander pardon, qui ne peut pas reconnaître son tort. Si vous mettez votre nez là, vous êtes foutu. Vous êtes fichu. C'est le critère de base. L'honnêteté intellectuelle. Le deuxième critère que j'ai du plaisir à énoncer, c'est le même niveau de conscience. Quand je parle de niveau de conscience, je veux parler du même niveau de compréhension des choses de la vie. Si par exemple, pour moi, l'argent compte peu, c'est les qualités humaines, les vertus qui comptent beaucoup, et je m'évertue à développer les qualités humaines, et que je vais me mettre avec une femme pour qui c'est l'argent ou rien, on ira où? On ira nulle part. Nous sommes incompatibles sur ce plan-là. On est totalement incompatibles. Si j'aime l'argent, il faut que je trouve une femme qui aime aussi l'argent. Ensemble, nous allons nous mettre ensemble dans ce cas pour chercher de l'argent. Mais si nous voulons un épanouissement intérieur, être en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres, il faut que je trouve une femme qui a la même façon de voir la vie. Sinon, c'est foutu. Sinon, on ne peut aller nulle part. Donc je dis bien le même niveau
de conscience, c'est-à-dire le même niveau d'intelligence, de compréhension des choses de la vie. Quand nous parlons de l'éducation de nos enfants, parce qu'on est obligé d'en parler quand on est marié, qu'on a des enfants ensemble, il faut que nous ayons la même vision. Il faut que nous ayons la même vision pour l'éducation de nos enfants. Ou même si nous n'avons pas la même vision au départ, il faut que nous soyons en mesure d'échanger là-dessus et de nous entendre. Ça, grâce à l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle aide à ça. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue sur tout. Mais au moins, grâce à l'honnêteté intellectuelle et par le jeu de la démo des concessions. Pas des concessions, des arguments. Donc je pense quelque chose, tu penses le contraire. Mais je défends ce que je pense, tu défends ce que tu penses. Il faut qu'on puisse s'entendre pour retenir quelque chose. Il faut que quelqu'un puisse se plier aux arguments plus pertinents de l'autre. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Mais il faut que nous ayons au maximum la même manière, presque la même manière de voir les choses de la vie. Vous comprenez ce que j'espère que c'est clair. Donc, on a le même niveau de conscience. Maintenant, dans notre société, il est important d'avoir plus ou moins le même niveau intellectuel. Et surtout, je déconseille à une femme hautement intellectuelle d'aller épouser quelqu'un qui n'a pas son niveau, qui a un diplôme inférieur. Pourquoi? Généralement, quand une femme a plus de diplôme qu'un homme, un transitaire ou un douanier qui a beaucoup d'argent, la femme hautement intellectuelle, plus évoluée, avec plus de diplômes que son mari, n'a pas souvent droit au chapitre. Quand elle parle, on dit ah, c'est parce que tu as plus de diplômes que moi. N'importe quoi, n'importe quel problème se peut dire son point de vue, on dit ah, tu fais l'intellectuel. En fait, l'homme, dans ce cas, est animé d'un complexe d'infériorité très nocif pour le couple. Impossible de s'échanger sur des bases objectives. Parce que monsieur se sent inférieur et veut montrer que c'est lui l'homme, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui est ceci. Je pense que le même niveau intellectuel, ça compte beaucoup parce qu'il y a plus de chances que vous puissiez vous comprendre. Mais attention, mais ça ne doit pas être au-dessus du même niveau de conscience. Parce que si deux intellectuels, deux personnes hautement intellectuelles vont s'épouser et qu'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle, c'est l'enfer assuré. Vous comprenez, hein? Quand ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle, deux intellectuels qui n'ont pas l'honnêteté intellectuelle, quand ils se mettent ensemble là, c'est l'enfer. D'ailleurs, ils ne peuvent même pas tenir un an, deux ans. Ce n'est pas possible. Dans ce monde de l'intellect où l'orgueil siège là, non, ce n'est pas possible. Donc je dis, il faut ensuite le même niveau presque intellectuel. Parce que si un homme intellectuel, un homme hautement intellectuel épouse quelqu'un qui n'est pas allé loin dans les études, il va s'ennuyer. Il ne pourra pas vraiment échanger de sujets intéressants avec cette femme-là et il sera tenté d'aller chercher des interlocuteurs dehors. Et si ces interlocuteurs étaient des femmes, c'est foutu. Donc il peut commencer à tromper sa femme, à chercher à voir ailleurs. C'est pas très bien. Le dernier critère que je vais apporter, c'est le critère de la compatibilité biologique. La compatibilité biologique. Si vous êtes AS, tu es AS, un homme est AS, ne pousse pas. Si vous épousez, ne faites pas d'enfants. Sinon, vous allez passer votre vie dans les hôpitaux. Vous savez pourquoi? Parce que vous essayez d'avoir des drépanocytaires. Ils vont souffrir. Des SS, l'enfant souffre et vous souffrez avec lui. Vous êtes obligé de l'amener à l'hôpital tout le temps. Donc quand vous êtes AS, trouvez au moins un AA si vous voulez vous marier. Ou si vous vous mariez, l'amour est tellement fort que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Alors ne faites pas d'enfants. Ne prenez pas le risque d'avoir des enfants. Sinon vous allez vivre malheureux. Donc il ne suffit pas de s'aimer pour se marier. Voilà.
J'ai le privilège, le bonheur de vivre une vie conjugale très heureuse parce que je me suis préparé. Je vous ai expliqué que les 4 ans, 5 mois, les 8 mois que j'ai passé sans maison, tout ça m'ont préparé. Et le travail intérieur que j'ai fait, tout cela m'a préparé à être un bon mari pour mon épouse aujourd'hui. Je me suis fondé sur des critères, des bons critères pour faire mon choix. Et je vous assure, quand on s'est bien préparé et qu'on a on a fait son choix en se basant sur les bons critères que j'ai énumérés tout à l'heure, c'est que la vie conjugale ne peut qu'être un art de paix. Voilà. Et je vous souhaite à chacun que vous fassiez, vous construisiez ce bonheur conjugal que je connais. Merci. Pour conclure, je dirais que je suis aujourd'hui contre cet adage qui dit « vivons cachés, vivons heureux » ou « vivons heureux, vivons cachés ». Qu'est-ce qu'on dit? Vivons. Vivons cachés, vivons heureux. Voilà, je suis aujourd'hui contre cet adage parce que lorsqu'on observe autour de nous, on voit que la plupart des couples sont en souffrance. La plupart des couples sont en souffrance parce qu'ils ont perdu des repères, ils n'ont pas d'exemple et ils seraient égoïstes, je dirais, de se taire juste par peur de faire voir qu'on est heureux. Je pense que ceux qui ont cette grâce-là d'être heureux en couple ont le devoir donc de soutenir, d'aider ceux qui ont des difficultés, les couples qui ont des difficultés, pour leur faire voir que c'est possible lorsqu'on arrive justement à faire les bons choix, lorsqu'on arrive également aussi à trouver un compromis lorsqu'on y est déjà pour pouvoir justement améliorer les choses et grandir. Donc voilà ce que moi je voudrais ajouter. Donc là, en fait, que chacun dise, c'est quoi la plus grosse qualité de vous? La plus... Attends, moi je vais y aller d'abord. Ah bon? Parce que souvent tu parles de moi, mais il faut que moi aussi je parle de toi. La plus grosse qualité chez Greg, c'est il est toujours joyeux, toujours positif. Et il prend toujours les événements du bon côté. Ça fait que vous pouvez traverser toutes les épreuves, mais vous restez, vous planez. Vous planez. Ça, c'est la plus grosse qualité. La deuxième plus grosse qualité, c'est l'honnêteté. Il est vrai, il est honnête du cheveu jusqu'à l'orteil, à tel point que justement sa vérité peut paraître, sa manière, sa franchise peut paraître un peu trop crue pour les gens. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est comme ça, à tel point qu'il y a des amis qui ont dit « Grégoire, non, à Omer ». C'est-à-dire, il ne vous fera jamais de coup bas. Il ne vous fera jamais de coup bas parce qu'il dit les choses telles que ça se passe. Donc, il y a tellement de qualités, je ne peux pas tout citer, mais c'est les deux plus importantes qui me viennent à l'esprit. Cette joie de vivre qui se communique à tout le monde. Ah oui, la grande capacité d'écouter et de soulager les gens. Ça, beaucoup en ont fait l'expérience et en témoignent au quotidien. Donc. Et la flexibilité aussi. Tu te dis ça là, on va te croire. Non, la flexibilité en ce sens que il s'adapte. En tout cas, je parle par rapport à notre couple. C'est quelqu'un qui s'adapte, qui essaie toujours de se mettre à votre place et de comprendre, de vous comprendre pour justement essayer d'orienter, de s'orienter. C'est pas qu'il se dépersonnalise, mais c'est juste qu'il est à votre écoute et essaie de s'adapter. Donc, voilà. Une qualité, moi je ne peux pas parler de elle en a tellement. Elle en a tellement que
Je ne sais même pas par où commencer. Puisque tu connais la Trinité, donc c'est trois en un. Je vais parler de je vais trouver trois petites qualités. La première qualité, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. C'est ça qui m'a décidé vraiment à me mettre avec. Parce qu'un jour, elle est venue chez moi avec des reproches. Elle était convaincue que j'avais mal agi. Elle était venue m'abattre. Elle est venue, on n'était pas encore ensemble, on était encore en amitié. Elle est venue, elle a commencé à parler. Je l'ai laissé, je l'ai entendu. Et quand elle a fini, elle a dit oui. J'ai pris la parole, j'ai commencé à dire voilà telle réaction que j'ai eue, voilà ton comportement qui l'a entraîné. Tu as posé tel acte, voilà, j'ai réagi de telle façon. Tu as posé tel acte, j'ai réagi de telle façon. Je dis, mais moi, je n'ai rien fait méchamment, c'est toi qui m'as poussé à faire chose. Je n'ai même pas fini de parler quand elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Elle dit pardonne-moi. Je dis waouh. Là, j'ai vu que j'ai trouvé le gros nom. Je t'assure. Parce que quelqu'un qui est convaincu qu'il a raison et que j'ai enfin tort, que les gens disent que Grégoire là, difficilement on lui trouve des torts. Il a enfin tort, je vais lui reprocher. Elle me reproche ça elle était très sûre. Avec assurance, je vais dire, je l'ai reprise. Et elle a changé d'attitude. J'ai été très touché. Je me suis dit, voilà le genre de femme que je cherche. Quelqu'un qui est capable de reconnaître ses fautes, ses torts. C'est formidable. Ça, c'est la première qualité. Qui fait d'ailleurs qu'on est ensemble. Sans ça, on ne pourrait pas être ensemble. Je parlerai de son humilité. De son humilité parce que, voilà quelqu'un. On dit que généralement, celui qui dépense pour toi là, se croit des droits sur toi. Voilà quelqu'un, je vous dis, elle est prête à se sacrifier sur le plan financier, mais toujours en toute humilité. Jamais elle ne t'adressera des propos mal polis, je vais dire. Jamais. Cette humilité est incroyable. C'est rare. Je ne suis pas sûr d'en avoir vu ailleurs. Et ça, je le reconnaîtrai toujours. Elle est extraordinaire. La troisième qualité, et ça tout le monde le sait, c'est l'intégrité. On ne fait pas de faux avec Laetitia, ce n'est pas possible. Elle disait tout à l'heure qu'elle n'en a pas. Comme si elle-même elle reste en haut. Non. Il n'y a pas de moyen de. Et l'honnêteté, en tout cas, c'est ce que nous partageons. On ne se ment pas. On se montre tel qu'on est. Et c'est génial. En tout cas, je suis fier de toi, chérie. Merci. Et je rends grâce à Dieu d'avoir mis sur mon chemin. Merci.